on va entamer l'évaluation et la liquidation de l'impôt, donc de la matière imposable. Alors, donc l'évaluation peut être effectuée aussi bien par le fisc que par le contribuable. Donc, on a donc deux techniques globalement. Donc, c'est l'évaluation directe et l'évaluation indirecte. Donc, pour ce qui est de l'évaluation indirecte de la matière imposable, donc c'est un système qui se base sur le recours aux indices globalement extérieurs pour évaluer la matière imposable et déterminer le montant à payer, donc que ce soit pour une maison, pour un loyer, en prenant en considération donc, les signes, c'est-à-dire les fenêtres, le quartier, la ville, la situation, le nombre de machines, le nombre d'employés, donc qui permettent de déterminer la valeur d'une matière imposable. Donc seulement, donc c'est une technique en fait qui existait auparavant, mais actuellement donc qui est remise en question puisqu'il ne permet pas réellement donc d'évaluer de manière réelle la matière imposable. Et en général, elle arrive à surestimer ou à sous-estimer la matière imposable, et c'est pour cela qu'elle a été remise, très critiquée, elle a été remise en question. Donc maintenant, c'est un système en fait qui est utilisé plus comme étant un moyen de contrôle que comme un moyen d'évaluer la matière imposable. Donc, en France, l'article 163 du Code général des impôts prévoit le recours à l'évaluation indiciaire comme étant un instrument de contrôle et de sanction contre les contribuables qui trichent dans leurs déclarations. Au Maroc, la réforme fiscale de 1982 avait prévu l'utilisation des signes extérieurs pour rectifier et sanctionner les déclarations fausses dans son article 27 et aussi dans l'article 100 du projet de l'IR. Et cette disposition a été écartée par le Parlement marocain, mais n'empêche le fisc l'utilise comme un moyen de vérification, le cas échéant, de la déclaration des contribuables. Donc, dans le cadre de cette évaluation indirecte, il y a le recours au système, au forfait. Donc, le forfait, c'est un système d'évaluation de la matière imposable qui met l'accent sur un ou plusieurs éléments liés à la matière imposable pour évaluer l'assiette fiscale. Donc, on a deux formes de forfait, soit le forfait légal, soit le forfait conventionnel. Alors, pour ce qui est du forfait légal, donc le forfait légal, en général, c'est quand le législateur intervient pour déterminer les éléments qui servent à l'évaluation de la matière imposable. Et c'est lui qui détermine les frais, par exemple, professionnels à déduire de la matière imposable, 17% des salariés, et 25% pour les employés en imprimerie qui travaillent la nuit, 35% pour les artistes. Donc ça, ce sont des éléments qui entrent en considération dans le cadre de la détermination ou de l'évaluation de la matière imposable. De même, il peut intervenir pour déterminer l'ensemble de la matière imposable. Pour ce qui est du forfait conventionnel, le forfait conventionnel permet aux contribuables de négocier avec le fisc l'évaluation de la matière imposable. C'est une négociation qui n'est pas un contrat durable dans le temps, mais c'est seulement une entente qui ne sera valable que pour une année fiscale. C'est-à-dire l'année suivante, il faudra renégocier ou peut-être carrément sortir de ce système de forfait. Donc l'avantage de ce système, bien sûr, étant donné qu'il est basé sur une entente entre le fisc et le contribuable, c'est qu'il permet d'alléger les obligations comptables et fiscales du contribuable. Donc ça veut dire que là, il n'est pas tenu de tenir une comptabilité déterminée par la loi fiscale, puisque de toute façon, il va payer une somme déjà négociée avec le fisc. Et bien sûr, pour l'administration, ça c'est une facilité, étant donné qu'ils n'ont pas à tenir ni de rôle, ni de contrôler ultérieurement la déclaration du contribuable, ni de vérifier la véracité de sa comptabilité. De même, il simplifie les contrôles et évite les vérifications. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrôle, puisque c'est sur la base d'un accord que le montant est déterminé.
De même, et ça permet de réduire les possibilités de contentieux à zéro. Il n'y a plus de contentieux puisque c'est sur la base d'un accord que l'évaluation a été effectuée. Donc ni le fisc ni le contribuable donc, ne peuvent remettre en question donc, un accord qui est conclu entre eux. Mais le problème qui se pose pour ce type de forfait, c'est que c'est la sous-évaluation de la matière imposable. Et c'est pour remédier à cette critique qu'on a pensé à l'évaluation directe de la matière imposable. Mais même si donc, ce système donc, forfaitaire a été critiqué, n'empêche que les régimes du forfait sont très, très recherchés par les contribuables. Donc, même si ils sont approximatifs et les évaluations en général ne reflètent pas la réalité de la matière imposable, surtout pour les revenus professionnels des personnes physiques et les revenus agricoles. Donc, c'est des techniques qui sont largement utilisées. Ils sont, c'est vrai, peu contraignants pour les contribuables, puisqu'ils sont très adaptés pour les artisans, les petits producteurs, les prestataires de biens et services et les agriculteurs. Ils ont la préférence donc, des contribuables, étant donné les facilités qu'ils accordent. Donc, même si la loi et l'administration essaient d'amener l'ensemble de ces professionnels à migrer vers les régimes d'imposition réelle basés sur la comptabilité normale, mais ils préfèrent donc que le forfait en général qui leur permette en fait de ne pas avoir trop d'exigences, surtout sur le plan de la comptabilité. C'est pour cela que en fait plus de 70% des revenus professionnels obéissent ou choisissent donc le système forfaitaire. Mais le système déclaratif reste, ou l'évaluation directe par le contribuable reste en fait la norme ou l'évaluation de droit commun, ou le mode normal, qui consiste en général à ce que l'évaluation de la matière imposable soit faite par le propriétaire de la matière imposable ou celui qui exerce l'activité ou celui qui en est responsable, étant donné que s'il y a quelqu'un qui connaît bien sa propre matière imposable, c'est bel et bien le contribuable, c'est-à-dire celui qui effectue soit l'activité, soit la transaction, soit qui possède le revenu, soit donc, qui fait ces opérations, ces transactions. C'est le mode normal en fait, qui permet de tenir compte de l'intégralité des revenus, des biens, des services pour l'application des tarifs d'imposition. En général, l'évaluation directe ambitionne d'appréhender la base imposable réelle dans le cadre notamment des régimes de la déclaration contrôlée, puisque si on donne la liberté donc, au contribuable donc, de faire cette évaluation en se basant sur sa bonne foi, cela va de soi, donc, pour déterminer la totalité donc, de ses avoirs et de justifier bien sûr sa déclaration, ce qui fait que le système déclaratif constitue en fait la norme quant à l'évaluation de la matière imposable. Alors donc, le contribuable est tenu de déclarer tous les éléments imposables servant au calcul de l'impôt. Ces éléments ainsi déclarés doivent être complets et sincères, c'est-à-dire on doit se baser là sur sa bonne foi. Alors, compte tenu de la montée en puissance de la pression fiscale, de la prolifération des obligations déclaratives, donc les risques d'insuffisance ou d'omission de déclaration sont de plus en plus importantes et sont réelles. Aussi, l'administration des impôts se réserve-t-elle le droit d'exiger des justificatifs pour chaque déclaration, des éclaircissements ou des documents comptables pour éviter les risques de sous-évaluation de l'assiette ou de la matière imposable. Donc, elle peut même remettre en cause, en question, les évaluations faites par les contribuables si à la suite des contrôles fiscaux qu'elle opère, des éléments d'assiette ne sont pas déclarés ou sont sous-évalués, par exemple. Donc, ce qui fait que, globalement, donc, la loi exige du contribuable une déclaration de ses revenus ou de sa matière imposable. Ce système se base sur la bonne volonté, la sincérité, le sens civique et la bonne foi du contribuable. Et la déclaration, bien sûr, doit être assortie de pièces justificatives pour permettre à l'administration d'établir un rôle rationnel. Mais si, une fois que la déclaration a été effectuée, en fait, l'administration a le droit de déclarer la dite déclaration, de contrôler la dite déclaration.
Alors là, elle dispose d'un ensemble de pouvoirs. Donc, le pouvoir d'investigation, c'est-à-dire que le fisc peut faire appel au contribuable en demandant des renseignements, des éclaircissements, on dit contribuable, et potentiellement des justificatifs de certaines actions ou documents, soit verbalement, soit par écrit. Donc, le contrôleur peut entamer et demander soit des réponses verbales, soit des réponses écrites. Il peut faire appel à un tiers pour compléter l'information, donc de même qu'il dispose du droit de visite et de constat. Un contrôle sur place et non seulement un contrôle sur pièce. Il a le pouvoir de vérifier, c'est-à-dire les agents du contrôle donc, ont la possibilité de vérifier la comptabilité du contribuable en demandant donc, des documents comptables tenus par des administrations d'État, des communes, des entreprises publiques, et ce pour faire la comparaison et faire des recoupements d'informations pour s'assurer de la véracité des informations qui sont octroyées par le dit contribuable, bien sûr, sans bafouer le principe du secret professionnel. Cela va de soi. Donc, une fois qu'on a donc, le résultat du contrôle, donc le résultat peut être que l'administration, donc elle va constater que le contribuable il a fait des erreurs de calcul ou uniquement des omissions ou des anomalies donc, qui sont dues en fait à la bonne foi du contribuable. Et ce qui fait que l'administration, là, elle peut s'octroyer le droit de rectifier uniquement la déclaration initiale du contribuable partiellement. C'est ce qu'on appelle donc le pouvoir de rectification. Donc, ça veut dire que là, soit il y a des omissions, soit des erreurs de calcul, soit des erreurs donc, quant à certains éléments introduits dans le cadre de la comptabilité, ce qui fait qu'ils sont rectifiés uniquement. Donc, ce n'est pas une sanction, mais uniquement une rectification de la dite déclaration et de l'évaluation de la matière imposable. Mais si l'administration constate que la déclaration du contribuable est frauduleuse, c'est-à-dire qu'il y a une intention de minimiser le bénéfice déclaré ou de minimiser l'évaluation de la matière imposable, dans ce cas-ci, le fisc dispose du pouvoir d'imposition d'office. C'est-à-dire qu'il va évaluer directement la matière imposable. Et là, c'est une pénalisation, cela va de soi, puisque ça va permettre donc, à l'administration de calculer donc, de manière objective, en tenant compte, bien sûr, de ce qui se passe sur le marché et en comparant donc, la dite matière imposable aux autres semblables, donc pour imposer donc, de manière rationnelle et objective la matière imposable. Et ça, c'est une sanction donc, qui est imposée donc, et qui constitue un risque pour tout contribuable donc, qui essaie de frauder ou d'échapper ou de minimiser sa matière imposable et de payer le moins possible. Il y a aussi la déclaration donc, par les tiers, dans le cadre de la déclaration de l'évaluation directe, c'est la déclaration par les tiers. Donc, elle concerne les salaires et les traitements. Donc, c'est la seule catégorie donc, de revenus donc, qui fait l'objet de ces techniques d'évaluation. C'est une évaluation qui est effectuée par les patrons pour les salariés et de l'administration pour les fonctionnaires. Ce type de déclaration anéantit en fait toute possibilité de fraude, puisqu'il n'y a pas de possibilité de frauder, puisque ce n'est pas le salarié qui fait sa propre déclaration, mais c'est plutôt son employeur qui a intérêt à déclarer la totalité, surtout pour les salariés, à déclarer la totalité des revenus salariaux des contribuables et de leurs émoluments, étant donné que ça fait partie en fait de ses charges à lui qui réduisent en fait son chiffre d'affaires et minimisent donc son impôt à payer aussi pour son activité professionnelle. Donc, ce qui fait que, en général, il n'y a pas aucune possibilité de fraude pour le salarié, puisque ce n'est pas lui qui fait sa propre déclaration, et que le patron n'a pas intérêt à minimiser donc, le revenu déclaré. Et surtout que cette déclaration par les tiers donc, est accompagnée de la technique de la retenue à la source en tant que technique de recouvrement, ce qui fait que
la fraude est impossible en la matière, donc, puisque ce ne sont pas les contribuables donc, qui font leur propre déclaration. Donc, telles sont donc, les techniques d'évaluation, donc direct, indirect et la déclaration par les tiers. Donc là, on va passer à l'évaluation, plutôt à la liquidation de la matière imposable. Donc, pour ce qui est de la liquidation, alors la liquidation consiste à déterminer la dette fiscale du contribuable et plus concrètement à calculer le montant exact de l'impôt dû. Donc, dans le système déclaratif, les opérations de liquidation sont effectuées par les contribuables. Ce sont eux qui font leur propre évaluation et leur propre calcul du montant à payer. Et donc, ce sont les redevables eux-mêmes qui font leur propre liquidation. L'administration n'est amenée à agir qu'en cas d'abstention ou de refus du contribuable d'accomplir ses obligations fiscales. Pour certains autres impôts, tels que la taxe professionnelle ou la taxe d'habitation, la liquidation est effectuée par les services des impôts, donc selon des barèmes qui sont déterminés par le législateur. Donc c'est une opération simple qui consiste à appliquer à la matière imposable nette, que ce soit un revenu, soit un bénéfice, un chiffre d'affaires, le taux déterminé qui est prévu par la loi. Donc, le taux se définit comme étant un pourcentage arithmétique utilisé pour déterminer un impôt par application à une base imposable. Donc, le taux peut prendre la forme d'un tarif fixe appliqué à une unité de mesure, autre que la valeur, à savoir le poids exprimé en tonnes ou en grammes, la surface exprimée en mètres carrés, le volume exprimé en mètres cubes, l'hectolitre, etc. Et ce qui fait qu'on a plusieurs catégories de taux. Alors, les taux proportionnels, qui existaient auparavant et qui étaient en fait une réponse à une justice qui existait auparavant dans le cadre du système féodal, il y avait des avantages fiscaux très très importants pour les féodaux. Donc, les taux proportionnels ont été appliqués justement pour créer ou pour assurer l'égalité de tous devant l'impôt, c'est-à-dire que tout le monde paye la même chose et qu'il n'y ait pas donc d'inégalité dans le cadre de la charge fiscale. Donc l'impôt proportionnel, c'est un impôt dont le taux est un pourcentage fixe qui s'applique à une base imposable, quel que soit son montant, quel que soit son propriétaire, donc, que ce soit contribuable riche ou pauvre, donc il va payer le même montant que l'autre qui a donc d'autres avoirs. Autrement dit, la matière imposable, que ce soit un bénéfice, un chiffre d'affaires ou un revenu, par exemple, est soumise à un taux constant, c'est-à-dire 10%, 20%, 4%, 2%, donc il ne va pas varier. Donc la charge fiscale relative n'augmente pas avec le revenu, le taux étant unique, donc il ne croît pas avec la matière imposable. C'est du moment qu'on a un salaire, on va payer la même chose, quel que soit le montant du salaire. Donc, et ça reste l'un des éléments donc, qui fait que maintenant, c'est un taux, enfin une technique qui est critiquée puisqu'il crée donc, quand même une sorte d'iniquité sociale ou inéquité fiscale. Dans la conception classique, ce taux proportionnel permettait d'assurer l'égalité devant l'impôt. Mais maintenant, donc, ce qu'on cherche, c'est l'égalité par l'impôt et non pas devant l'impôt, puisqu'on a dépassé ce cas. La plupart des impôts sont à taux proportionnel. Donc, on a pour ce qui est de la fiscalité, donc la fiscalité locale, donc les taux, la taxe sur les services communaux, la TVA par exemple aussi, c'est des taux. Donc, la majorité des impôts indirects ont des taux proportionnels. Mais ça reste donc des taux qui sont critiqués puisqu'ils ne sont pas progressifs, ils ne prennent pas en considération la capacité fiscale des contribuables. C'est pour cela que maintenant les taux qui sont invoqués ou qui sont recherchés ou revendiqués, ce sont les taux progressifs ou les impôts progressifs. Alors la progressivité est justifiée par une conception plus affinée de la justice fiscale, tel que le déclare Martinez dans son ouvrage Droit fiscal contemporain. Elle assure une égalité des sacrifices, puisqu'il est question en fait que le sacrifice va avec le potentiel de chacun des contribuables.
C'est un taux donc, qui augmente au fur et à mesure que le volume de la quantité et la quantité de la matière imposable augmentent. Et c'est un taux donc, qui vise l'équité et la justice fiscale. Mais bien sûr, donc, là, on va faire la différence entre deux modalités. Donc, on a la progressivité globale ou par classe et la progressivité par tranche qui ont été utilisées donc, ultérieurement. Alors, pour ce qui est de la progressivité par classe ou la progressivité globale, les contribuables sont répartis en classes selon leurs revenus et pour chaque classe déterminée, on applique un taux déterminé. Ce taux est croissant au fur et à mesure qu'on passe d'une tranche à une autre. Ce qui fait que le seuil donc, de 0 à 30 000 dirhams est exonéré. Une fois qu'on passe à 30 001 dirhams, donc jusqu'à 50 000, on paye 10% sur la totalité du revenu, c'est-à-dire qu'on ait 31 000 dirhams ou 40 000 dirhams ou 50 000 dirhams, on va payer 10% sur la totalité du dit revenu. Alors si on passe à la tranche de 50 001 dirhams et jusqu'à 60 000, on paye 20%. Et ainsi de suite, sur 60 001 dirhams jusqu'à 80 000, on va payer 30%. Et 80 001 jusqu'à 180 000, 34%. Et au-delà de 180 001 dirhams, on va payer 38%. Alors, cette progressivité par classe donc, présente un inconvénient grave et majeur qui concerne le moment du passage d'une classe à une autre. C'est-à-dire que l'impôt devient très lourd pour les impôts de transition, car il suffit que le revenu s'élève de quelques dirhams pour que l'impôt sursaute. C'est-à-dire une fois qu'on a en général 30 001 dirhams, donc on va payer 10%, alors qu'à 1 dirham de moins, on ne payait rien. Donc c'est la même chose. Donc si on passe, donc par exemple, on a un revenu de 52 000 dirhams, donc ça veut dire il suffit d'avoir 2 000 dirhams de plus et on va payer un taux de 20% au lieu de 10%, ce qui fait que ça fera une très très grande différence. Et ce soubresaut a fait que c'est une technique donc, qui a été très critiquée et qui a été donc justement remplacée par la progressivité par tranche. Alors la progressivité par tranche consiste à soumettre à la base imposable, donc servant de calcul de l'impôt, un taux croissant avec la matière imposable. Donc, les taux progressifs se présentent donc sous forme d'un barème que vous voyez devant vous. Et là, la matière imposable est répartie en tranches. La première tranche représente un seuil d'exonération, de 0 à 30 000 dirhams, qui correspond à un revenu minimum nécessaire aux besoins essentiels biologiques de l'individu, que l'État ne taxe pas. Donc, c'est un taux donc, qui est imposé, un taux zéro, c'est-à-dire qu'il est exonéré. Donc, les tranches suivantes, c'est-à-dire au-delà, 30 001 dirhams, les tranches sont soumises à des taux qui augmentent d'une tranche à l'autre. Donc, par exemple, pour l'IR, qui est devant nous, l'impôt progressif présenté en tranches successives et la progressivité rend possible la fonction de redistribution de l'impôt dans la mesure où les revenus faibles ou modestes sont soumis à une charge fiscale faible ou nulle, tandis que les hauts revenus se voient ponctionnés plus lourdement. C'est-à-dire que le taux augmente au fur et à mesure de la capacité contributive des contribuables. Donc, cette technique permet en fait d'exonérer la tranche de 30 000 dirhams, mais une fois qu'on arrive à la tranche suivante, donc on va commencer à payer au fur et à mesure. Alors on divise la matière en plusieurs tranches et chaque tranche subit un taux propre de plus en plus élevé jusqu'à ce qu'on atteigne la tranche supérieure. Et on calcule séparément l'impôt pour chaque tranche et on additionne ces impôts pour chaque tranche pour avoir l'impôt global. Donc, ce qui fait que une fois qu'on a, par exemple, si on a un revenu de 40 000 dirhams, dans ce cas-ci, pour la tranche de 40 000 dirhams, on est entre les 30 000 et 50 000. Donc, ça veut dire que
on va faire donc un calcul rapide, c'est-à-dire que 40 000, ça veut dire qu'on a un taux de 10% qui sera appliqué en montant de uniquement 10 000 dirhams, puisque les 30 000 dirhams sont exonérés, ce qui fait que 40 000, donc on va réduire, on va enlever les 30 000 dirhams qui sont exonérés, et on va payer les 10% pour le reste, c'est-à-dire 10 000 dirhams, sur laquelle on va payer les 10%. Donc de même, si on a un montant de 70 000 dirhams, dans ce cas-ci, on est dans la tranche des 20%. Alors pour cette tranche-là, bien sûr, on ne va pas payer les 20% sur les 70 000 dirhams. Dans ce cas-ci, ça c'est la technique de la progressivité par classe ou globale, c'est-à-dire payer les 20% pour l'ensemble du montant. Mais là, il n'est pas question de payer pour la totalité du montant. Les 30 000 dirhams premiers sont exonérés. On a les 20% restants, donc on a 10% qui y sont appliqués. Alors combien est-ce qu'il nous reste? Donc ça veut dire que on a plutôt 70 000 dirhams, on est dans la tranche de 30%. Donc sur les 10 000 dirhams autres, donc on a 20%. Et sur le reste, c'est-à-dire 10 000 dirhams uniquement, qui est situé dans la tranche des 30%. On va faire l'addition entre les 10%, donc les 20% qui sont dont on va payer 10%, les 10 000 dirhams plus les 10 000 dirhams dont on va payer uniquement les 20%, et les 10 000 suivantes, donc c'est-à-dire pour compléter les 70 000 dirhams, là on va payer uniquement 30% sur uniquement 10 000 dirhams, donc et non pas sur la totalité des 70 000 dirhams. Ce qui fait qu'on fait l'addition entre ces différents taux montants qu'on aura, et on aura la totalité du montant à payer. Et donc, ce qui fait que ce n'est que quand on dépasse les 180 000 dirhams qu'on va payer, donc sur ce qui dépasse 180 000 dirhams, c'est sur cette tranche-là qu'on va payer 38%. Mais pour le reste, on va payer toujours, donc 30 000% est exonéré, on ne paye rien sur 30 000 dirhams. On paye uniquement 10% sur les 20 000 dirhams qui se situent ultérieurement, entre 30 000 et 50 000. On va payer donc 60%, 20% pour les 10 000 dirhams une fois qu'on dépasse les 50 000 dirhams, et on va payer 30% pour les 20 000 dirhams une fois qu'on aura dépassé les 60 000 dirhams. Et bien sûr, donc, on va faire la différence entre 180 000 et 80, ça va me dire, nous, 100 000, on va payer 34% pour les 100 000. Et finalement, par exemple, si on a 200 000 dirhams, donc c'est 20 000 dirhams sur lesquels on va payer 38%, et on va faire l'addition de l'ensemble donc de ces résultats pour nous donner le montant à payer réellement. Donc, ce qui fait que c'est une technique qui permet de progresser et d'éviter les transactions, donc en fait, qui sont insupportables, comme c'est le cas pour la progressivité globale, et de payer donc des montants donc, qui sont en fait, c'est une transition qui est douce d'une tranche à une autre et qui permet justement d'exonérer toujours donc le seuil vital pour ce qui est des revenus, surtout des revenus salariaux ou des revenus donc, professionnels. Donc les 30 000 dirhams sont toujours exonérés, quel que soit le montant qu'on ait à payer, que le montant ou l'évaluation de la matière imposable. Bah, sur ce, je vais m'arrêter étant donné que le temps l'exige. Et je terminerai donc le reste du cours. Il me reste le recouvrement donc, de l'impôt pour terminer ce cours. Et en attendant, donc portez-vous bien et bon Ramadan.